Qu'est-ce que le Musée de l'Homme qu'on a voulu au XXIe siècle? C'est un centre de recherche, un centre d'enseignement, un centre de culture autour de l'évolution humaine. Le qui sommes-nous? Ça sera de montrer qu'il n'y a pas de critères univoques pour définir l'homme, à inscrire l'homme dans l'arbre du vivant. D'où venons-nous dans cette quête d'identité? On va tracer une histoire à la fois culturelle et biologique de l'homme, en partant des premiers buissonnements de grands singes, pour arriver jusqu'à une humanité unique qui est la nôtre, et en la ponctuant, en croisant cette histoire biologique avec une histoire culturelle, les grandes inventions de l'homme, le feu, l'art, le néolithique, bien sûr, un moment fondamental où l'homme va commencer à domestiquer la nature, pour arriver, la révolution industrielle, arriver à l'homme contemporain et se poser cette grande question qui, je pense, est tout à fait novatrice, qui est le où allons-nous, et se dire qu'à l'heure actuelle, la principale menace pour l'homme en tant qu'espèce, c'est l'homme lui-même, et se demander, question chère à Gilles Boeuf, si l'homme saura s'adapter à lui-même, si l'homme saura trouver un mode de développement qui garantit la perpétuation de l'espèce. Réfléchir sur l'interrelation humain-nature aujourd'hui. C'est le terme d'anthropocène, proposé par un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Paul Crutzen. C'est l'homme qui a découvert le trou dans la couche d'ozone. Il a le prix Nobel en 1995 et il propose en 2001 ce terme anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution et du vivant n'est plus ce qu'on avait étudié pendant longtemps avant, la longueur du jour, la température, la lumière ou l'océan, le sel, mais la présence de l'humain. Et réouvrir ce musée avec ses propos aujourd'hui change pas mal d'aspects par rapport à ce qui était fait initialement. Il n'y a pas de musée d'histoire de l'humanité ailleurs. On est vraiment assez unique dans l'idée que l'on a de ce musée particulier. Bien sûr, pour nous, c'est un projet absolument majeur. Bonjour à tous et à toutes. C'est un moment très, très important que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment une excellente idée que vous avez eue avec vos équipes d'ouvrir ce chantier un an avant l'inauguration. Pourquoi? Parce qu'un an avant l'inauguration, ça veut dire en effet 2 mois avant la conférence de Paris Climat. Et on est là totalement dans la problématique de la conférence sur le climat, c'est-à-dire serons-nous suffisamment intelligents pour repenser nos relations avec la planète, à la fois dans l'accompagnement de ce que nous sommes, de là où nous venons, et en même temps sur la question de savoir là où nous voulons aller, bien évidemment, la question de dérèglement climatique, la question de la transition énergétique, la question de la biodiversité, tout ce qui sera examiné et j'espère conclu positivement lors de la conférence Paris Climat en constituera un élément de réponse majeur. Alors moi qui ai la charge avec Laurent Fabius de monter en puissance vers cette conférence et de définir au fond quels seront les grands événements au cours de l'année 2015 qui vont comme ça marquer mois après mois le fait que la France devient aussi une vitrine au regard du monde entier sur ce qui s'y fait de mieux et sur la façon dont nous pouvons accélérer la prise de conscience et lui donner de la visibilité. Il est bien évident que l'ouverture ici du Musée de l'Homme sera inscrite, en tout cas c'est l'annonce que je vous fais, sera inscrite dans les grands événements nationaux et internationaux qui vont marquer l'année 2015. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce lieu, c'est l'articulation entre la recherche fondamentale, vous l'avez dit à l'instant, dont Geneviève s'occupe, mais surtout l'attention qui a été apportée à l'articulation avec le public. Et ça reprend d'ailleurs tout le travail que fait le Muséum sur les sciences participatives, parce que on se rend bien compte que pour réussir à relever le défi de la question du climat, il faut engager l'ensemble des citoyens. Et c'est souvent par déficit de démocratie, on le voit, que les choix les moins judicieux sont faits. Et dès qu'il y a une exigence démocratique, dès que l'on permet aux citoyens d'accéder au meilleur de la science et de la connaissance, dès qu'on met à portée de tous les enjeux de notre relation avec notre environnement, avec la planète, à ce moment-là, on peut se dire que le mouvement peut partir, peut se déclencher, peut s'accélérer et peut aboutir enfin à un certain nombre de décisions. Nous sommes finalement la dernière génération qui pourra décider si oui ou non nous réussissons à rester en dessous
du réchauffement climatique des 2 degrés. Donc ça nécessite un effort de chaque instant, ça nécessite une prise de conscience, ça nécessite du courage, ça nécessite des décisions politiques. La France a pris ses décisions politiques, l'Europe a pris ses décisions politiques, les États-Unis et la Chine viennent de prendre ces décisions politiques, et il va falloir accélérer. L'Australie même est en train de bouger un petit peu, elle qui était si réticente. Je vois que lors de la réunion du G20, elle a également bougé. Et donc ce mouvement-là, c'est aussi, d'une certaine façon, la pression des opinions publiques, la pression des peuples. On voit bien que si la Chine a bougé, c'est sans doute parce que ça devenait irrespirable et qu'ils en étaient même à annuler les compétitions sportives. Donc à un moment, l'image donnée au reste du monde force les décideurs les plus réticents, les plus soumis à différentes formes de lobby, à bouger et à accélérer. Et donc le rayonnement de la science et de la culture et de la recherche sur la biodiversité, comme ça va être le cas ici, dans ce lieu tout à fait exceptionnel, va constituer un des temps forts de l'année prochaine. Donc ce que je voudrais dire aux chercheurs présents, c'est de nous tenir en alerte. C'est grâce à la recherche, et c'est pour ça que je vais être extrêmement vigilante avec Geneviève Fioraso pour la préparation de ce sommet. Il y aura de grands événements de rencontres entre chercheurs au mois de juillet en particulier. Il y aura un événement majeur à l'UNESCO où les chercheurs du monde entier vont être rassemblés. Et j'ai voulu qu'il en soit ainsi avec le président de la République pour que l'on ait la mobilisation de l'ensemble de la recherche du monde entier sur la question du climat et sur les décisions que nous aurons à prendre. Il n'est pas question d'échouer comme à Copenhague. Il n'est pas question de reporter au prochain sommet les décisions qui seront à prendre. C'est maintenant ou jamais. Alors, la France, justement, cherche, dans la perspective, à être dans l'excellence environnementale, pour avoir la légitimité, non seulement de dire aux autres pays, vous devez bouger, non seulement de dire à l'Europe, comme nous l'avons fait, vous devez prendre des décisions, ce qui a été fait avec l'engagement de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, et c'est parce que nous avions eu aussi la volonté de le faire voter à l'Assemblée nationale avant que la France a pu, sur la scène européenne, dire nous l'avons fait, alors que jusqu'à présent, nous disions nous avons l'énergie nucléaire, donc nous ne sommes pas concernés par la lutte contre les gaz à effet de serre. Alors nous avons changé de posture. J'ai dit au gouvernement, nous devons changer de posture, parce que sinon nous ne sommes plus écoutés et nous ne pouvons pas être propulser l'Europe dans des décisions plus offensives. C'est vrai que l'ensemble de nos pays, nous avons des modèles énergétiques très différents. C'est donc très compliqué de converger. Et pourtant, c'est une ardente obligation, car comme on le voit, la question du climat sera aussi la question de la préservation de la paix à l'échelle planétaire et de la diffusion de la tolérance, de la compréhension, de la lutte contre toutes les formes de violence. Et c'est dire à quel point ce défi est important à relever. Voilà, moi je voudrais une nouvelle fois dire tout l'émerveillement que nous aurons à l'ouverture de ce lieu dans un an. Alors bravo à celles et ceux qui œuvrent pour que son écrin soit à la hauteur de ses missions. Je vous remercie et nous nous retrouvons tout au long de ces mois et bien évidemment dans un an. Bravo à vous.